Bonjour, je suis Julie Guertin et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Alors n'oublie pas, j'ai besoin de toi pour remplir le questionnaire qui me permettra de mieux vous connaître et d'améliorer le podcast. Rien de compliqué, il te suffit de cliquer sur le lien en commentaire de l'épisode ou depuis le compte Instagram du podcast. Promis, c'est pas long, mais c'est super utile pour moi. Merci, merci, merci. Allez, place au hors-série d'experts numéro 6. Bonjour Amandine. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir pour ce hors-série dont la vocation est de pouvoir apporter des conseils et de la matière à tous ceux qui sont en pleine réflexion, alors d'orientation, de reconversion, que ce soit des ados, des jeunes adultes ou des moins jeunes d'ailleurs, parce que je me mets un peu toujours dans le bain. Et aussi à tous ceux qui les accompagnent, et je pense notamment aux parents d'adolescents qui sont là aussi, je me remets dans le bain, qui sont parfois démunis face à toutes ces questions. Alors l'idée, c'est, au travers de tous ces hors-séries, c'est d'interviewer des personnes différentes, des experts différents, qui interviennent à différents moments, à différents stades, sur différentes personnes. Et du coup, pour moi, ce qui était intéressant, c'est d'apporter des éclairages aussi complémentaires. Alors, Amandine, je te présente en quelques mots. N'hésite pas à me corriger si je dis des bêtises. Tu es coach professionnel au sein du cabinet Be Your Best Self que tu as fondé, avec pour objectif d'accompagner des particuliers et des professionnels et surtout les aider sur tous les sujets cruciaux que sont l'épanouissement professionnel et la confiance en soi. Et on sait tous qu'on en a énormément besoin. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, c'est très bien résumé, Julie, merci. Et je dirais même que dans l'épanouissement professionnel, il y a aussi le sujet de la reconversion, mais que ça ne doit pas être le seul sujet. Et donc, la reconversion est un bloc de l'épanouissement professionnel. Ok, merci de ta précision. Alors, Amandine, si ça te convient, moi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et en commençant d'abord par te présenter, alors en complément peut-être de ce que j'ai déjà dit, qu'on sache un peu mieux à qui on a affaire. Oui. Donc, comme tu l'as très bien dit, je suis coach et thérapeute. Mais je pense que c'est important de vous dire qu'avant d'être coach et thérapeute, j'étais responsable RH en entreprise. Donc, finalement, le coaching est une reconversion. Et l'entrepreneuriat est pour moi une deuxième partie de carrière. Il y aura peut-être d'ailleurs une troisième partie de carrière après, qui sait. Donc, voilà. Donc, j'ai démarré en tant que responsable RH en entreprise dans différents grands groupes après un cursus à Sciences Po Paris. Et puis, en 2017, j'ai senti que j'avais besoin de mettre mes compétences RH au service plutôt des individus que des entreprises. On en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Et donc, j'ai fait le choix de fonder une entreprise de coaching pour accompagner justement l'épanouissement au travail, sachant qu'en tant qu'RH, j'ai vu pas mal aussi de souffrance au travail. Et donc, c'était ma façon pour moi d'apaiser ça et d'apporter plus de douceur en milieu professionnel. Donc, c'est toutes ces raisons-là, en fait, qui t'ont amené, en fait, vers ce métier de coach, quoi. Oui, alors si je rentre un petit peu plus dans les détails par rapport à ce qui m'a amené vers ce métier de coach, oui, c'est à la fois le fait d'avoir été témoin d'une certaine souffrance au travail. Ça, c'est une certitude. Une souffrance au travail qu'en tant qu'RH, je pouvais bien sûr apaiser, accompagner, mais en même temps, je restais tributaire d'une stratégie d'entreprise. Je pouvais pas forcément toujours être maîtresse des décisions stratégiques qui étaient prises, et donc je devais parfois appliquer des choses avec lesquelles j'étais pas du tout en adéquation et qui venaient un peu heurter mes valeurs. Et typiquement, la dernière année, quand j'étais RH, j'ai mis en place un gros plan social avec 70 salariés que j'ai été amenée à licencier. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais en fait, tu as choisi les RH pour le H des RH, c'est-à-dire pour l'humain, pour l'accompagnement. Et en même temps, tu te retrouves là à faire plutôt du R, les ressources, gérer des ressources. Et donc, c'est pas ça qui t'a guidé, en fait, dans ce choix initial. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il existerait un autre métier où je pourrais mettre en œuvre ces compétences d'écoute, d'accompagnement, d'aide et cette volonté d'aider l'épanouissement professionnel, mais sans me retrouver à mettre parfois en œuvre, et c'était normal, hein, c'était mon rôle, hein, j'étais représentante d'une direction, mais sans me retrouver du coup à mettre en œuvre ces décisions avec lesquelles j'étais pas alignée. Et donc, c'est là où ensuite, avec un travail aussi personnel, pas mal d'exploration, j'ai testé différentes choses, j'ai testé l'enseignement, j'ai testé l'écriture puisque j'ai publié un roman, je me suis autorisée aussi à m'ouvrir à l'univers du développement personnel, à échanger avec beaucoup d'interlocuteurs, à élargir mon réseau.
Et puis, au fil de ce cheminement, il a fait complètement sens pour moi que le coaching, c'était la meilleure façon d'aider l'individu. Cette fois, on peut, quand on est en coaching avec un individu et non plus dans le cadre d'une entreprise, on est en toute authenticité. Il Ouais, n'y a tu as pas de toute masque. l'attitude, quoi. Exactement. La personne peut enlever sa casquette de salarié qui est face à une RH ou face à quelqu'un face à qui il doit un petit peu se costumer, c'est-à-dire face à qui il doit avoir un rôle de représentation, mais il peut être lui-même. Et donc, moi, je peux aller beaucoup plus loin dans des accompagnements face à quelqu'un qui est en toute authenticité et en toute sincérité. Et puis, tu gagnes ta neutralité, hein, parce que honnêtement, pour avoir été salarié, tu te méfies un peu du discours que tu vas tenir auprès des RH. C'est-à-dire que dans les deux sens, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a des fois, je trouve qu'il y a un Bien côté sûr. un peu manipulateur. Tu passes des messages sous couvert, mais en fait, c'est parce que tu sais à qui tu parles. Et à l'inverse aussi, tu peux aussi te méfier de ce que tu vas dire. Je ne sais pas si tu es en burn-out, je ne sais pas si c'est à la RH que tu le diras en premier, en fait, parce que tu ne sais pas comment ça peut être, et tu ne sais pas non plus pour qui travaille la RH. Ouais, donc, Ouais. ouais, je C'est comprends très tout à juste. Il y a fait. une vraie méfiance vis-à-vis des RH et ça peut parfois être d'ailleurs un métier un peu ingrat quand on a à cœur de le faire en accompagnant au mieux parce qu'on sent qu'en face, l'interlocuteur, il ne se sent pas en toute confiance et il se demande toujours s'il n'y a pas des choses qui vont revenir et être une entrave à sa carrière. Donc, ouais. Ouais, Ouais, ouais. clairement. Tu sais, ça me fait un peu penser, c'est une parenthèse, mais ça me fait un peu penser quand moi j'étais salariée dans des grands groupes et qu'on nous faisait faire des formations, tu sais, quel leader êtes-vous et tout. Moi, j'avais toujours un sentiment pas très agréable en fait de me sentir observée quelque part un peu par l'œil de Moscou qui allait retranscrire comment les formations s'étaient passées à la direction. C'est un peu ce même sentiment, tu vois, où tu te dis, est-ce que je suis vraiment, est-ce qu'il y a bien, tout ça est bien fait dans un cadre bienveillant. Ouais, et je comprends. Je l'avais personnellement en tant que salarié et je le comprenais, je le percevais en tant que RH chez Ouais. les salariés dont j'étais la responsable RH. Si ça peut te rassurer, aujourd'hui, quand j'interviens en entreprise en tant que coach, tout reste confidentiel. Et ça, je le dis aux RH. C'est-à-dire, je leur dis, vous ne me sollicitez pas pour que derrière, je vous rapporte qui rencontre quelles difficultés, qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça peut même arriver que j'accompagne quelqu'un sur un sujet, par exemple, de prise de poste de management ou de burn-out ou d'épanouissement professionnel, et qu'à terme, cette personne, à l'issue du coaching, se dise toutes les réflexions qu'on a menées ensemble me poussent à réaliser que je ne suis pas fait pour ce job et qu'il y a un autre projet qui m'appelle. Et ça, je suis en toute transparence avec les RH et je leur dis, je ne suis pas responsable de ce qui va sortir Ouais, bien de sûr. cet accompagnement. Tu imposes en fait cette indépendance, quoi. Et c'est super important, cette Pour neutralité, moi, elle c'est est extrêmement essentielle important. dans l'équilibre de confiance. Mais ça, on va en reparler. Tout à l'heure, j'ai une autre question. Tu parlais de ta propre reconversion, finalement. Je serais très curieuse de savoir en combien de temps tu as eu toutes ces démarches, parce que tu as écrit un livre, enfin un roman, tu t'es posé des questions par rapport à l'éducation, devenir prof. Et ce cheminement, t'as pris combien de temps à titre perso? Je dirais qu'il m'a pris à peu près 2 ans, Ok. 2, 3 ans. Tu vois, entre le moment où j'ai commencé à me dire, t'es pas complètement aligné avec toi-même et le moment où vraiment j'ai franchi le pas, d'abord, il y a eu 6 mois où j'ai passé 6 mois à me plaindre à mon entourage, à me plaindre à mes proches, à râler, à dire, mais il y a quelque chose qui cloche, ça va pas. Et donc, je pense que ce temps, en fait, il a été nécessaire pour que je réalise que cette plainte, elle venait du cœur, qu'elle était profonde, que c'était pas juste un mal-être passager, mais que c'était inscrit en moi et par rapport à ce que je voulais faire. Donc, il y a eu ces 6 mois-là. Après, il y a eu beaucoup de temps où j'ai échangé avec des personnes, où j'ai réseauté, j'ai lu, j'ai beaucoup, beaucoup lu sur le développement personnel et professionnel. J'ai fait aussi des petites formations en ligne sur ces sujets-là. Ça a pris encore 6 mois. Après, j'ai testé l'enseignement. Ah, tu l'as testé Euh, carrément. je l'ai testé. Donc ça veut Du dire que coup, tu j'ai n'étais contacté plus en poste hein, à ce moment-là. J'étais en poste. T'étais en poste, d'accord, ok. Wonder Woman. C'est une excellente question parce qu'en fait, j'avais un besoin de sécurité tel que pour moi, je voulais faire ce travail d'exploration en parallèle de mon poste. Et donc, j'ai démarché des écoles de commerce, je les ai contactées, je leur ai expliqué que j'étais responsable RH et je leur ai demandé si je pouvais intervenir en tant qu'experte RH dans leur master. Et j'ai eu beaucoup de réponses positives très rapidement, ce qui fait que ça a fait l'objet d'une négociation avec mon manager et lui dire, est-ce que tu peux me laisser des jours pour aller alors, c'était une demi-journée par semaine, mais quand même, sur un poste où on a déjà pas mal de boulot, ce n'était pas évident. Et je lui ai demandé s'il était possible, du coup, de pouvoir me dégager sur un semestre pour donner ces cours. Et j'ai eu pas mal de chance, si on peut dire, qui est donc le contexte de l'entreprise n'était pas forcément
tip top. Et donc, ça faisait 1 an que je n'avais pas été augmentée comme je l'aurais souhaité, alors que j'avais été catégorisée comme top performer. Donc, il y avait un décalage entre l'augmentation que j'avais eue et ma performance. Et donc, ça a fait l'objet d'une négo. Et finalement, on s'est mis d'accord avec mon manager qui m'a offert la possibilité de prendre ces demi-journées. Et autre question, j'avais pas du tout prévu sous ces questions, Amandine, mais qui m'intéresse aussi énormément parce que je pense qu'au travers de ton parcours, on en apprend tout autant, en fait, sur les personnes qui peuvent nous écouter peuvent en apprendre tout autant. Je me demandais, en fait, comment on gère aussi la motivation quand on est encore en poste, parce que forcément, il y a un regard qui s'est un peu plus distancé par rapport à la motivation qu'on a en interne. Comment on arrive à maintenir, tu vois, parce qu'il faut être là, quoi. Il y a un job à faire, il y a un contrat à tenir, quoi. Alors, je dirais que ça a été très dur à partir du moment où j'ai eu le déclic. Je pourrais t'en parler, mais il y a eu ce moment où je me suis levée ça y est, et je savais que c'était terminé. C'est un déclic que j'ai mis 3 ans à préparer. C'est-à-dire que ce n'est pas un déclic qui est venu du ciel, c'est ce cheminement qui a amené ce déclic. Mais à partir du jour où je l'avais, où c'était une certitude au fond de moi, là, c'est vrai que ça a été très dur. Je vais pouvoir t'en parler. Mais avant ça, je le vivais plus comme une belle opportunité, ce job. C'était pas le plus épanouissant. Je me sentais pas 100% alignée, mais j'avais une équipe incroyable avec un manager qui avait à cœur de me faire grandir, qui me donnait beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets très vite. Donc, j'étais responsable RH de 400 collaborateurs à la fin sur le poste. J'étais toute jeune, j'avais 26 ans. Donc, il avait vu en moi le potentiel. Et il a véritablement, tout au long des années que j'ai passées dans cette boîte, cherché à me faire grandir. Et ça, c'était quelque chose de précieux pour moi. Et puis, je trouvais ça top aussi d'être dans une boîte qui me permet justement d'explorer d'autres choses, d'enseigner en même temps que… Moi, j'ai l'impression que c'est aussi cet équilibre-là. Il y a un moment donné où tu es dans une telle souffrance que de toute façon, prendre le risque d'aller vers une autre voie, de quitter quelque part un peu le cocon ou la sécurité du salariat, par exemple, ça devient une telle évidence parce que de toute façon, tu n'es tellement pas bien que tu ne peux que partir. Ouais. Quoi. Okay. Ouais. Et tu vois, ce déclic, moi, je l'ai plutôt eu… il y a eu le plan social. Ouais. Donc, c'est long en France, un plan social. Ça dure entre 6 mois et 1 an. Là, en l'occurrence, ça a duré 9 mois, le temps d'avoir les négos avec les syndicats, de faire toutes les démarches administratives, les annonces au personnel, etc. En France, c'est un parcours du combattant. Je me suis dit, je le termine, ce PSE, déjà pour les équipes, parce que je les ai accompagnés jusque-là, donc ça faisait sens. Pour mon équipe, à moi aussi, parce qu'on s'est serré les coudes dans ce moment difficile, et aussi parce que je me suis dit, ça va être formateur. Pour autant, je savais au fond de moi qu'une fois le PSE terminé, il fallait partir, que c'était plus possible. En fait, ça a été vraiment un élément déclencheur très, très fort. Et donc, du coup, ce matin où je me suis réveillée avec vraiment ce sentiment de dire, OK, je sais qu'il faut partir, tu as plein de potentiel, tu as écrit un bouquin, tu as trouvé facilement des cours alors que tu n'avais jamais été prof. Je me suis dit, en fait, tu vas te débrouiller. Donc, vas-y. Et donc, c'est là où je suis partie au travail et j'ai dit à mon boss, il faut que je te parle. La phrase que tout boss déteste. Moi, à chaque fois que mes membres d'équipe venaient moi, t'as 5 minutes pour parler, mais moi, je me liquéfiais. Je déteste cette phrase. Et d'ailleurs, je leur disais, quand c'était juste pour me demander des vacances, je leur dis, ne me dis plus jamais ça. Comme ça, tu te débrouilles, tu m'annonces la couleur, mais ne me dis jamais, est-ce que je peux te parler 5 minutes? C'est vraiment une phrase qui fait peur à tout manager, je trouve. Je comprends vraiment. Ouais. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'annoncer au secours? Je veux pas. Ouais. Ok, bon. Alors, je reviens un peu en arrière parce que je trouve que le parcours, même étudiant, est intéressante, notamment dans les choix d'orientation que tu as pu faire. Et j'aime bien toujours poser cette question-là des difficultés que tu aurais pu rencontrer dans ton parcours d'orientation. Je vois que tu ouvres grand les yeux. Je sens que tu as des trucs à nous raconter. Ouais, parce que aussi paradoxal que ça puisse paraître, sachant que j'ai été très bonne élève et que les choses auraient dû, entre guillemets, être simples, ça a été hyper compliqué justement parce que j'étais bonne élève. Je vais te raconter ça. Déjà, pour commencer, moi, j'étais une littéraire, une passionnée des mots, une passionnée de littérature, une passionnée d'histoire, une passionnée de la psychologie humaine, de la philosophie, et pas du tout une matheuse. Pas du tout. En fait, ça me barbait. C'est pas que je trouvais ça nul, c'est que ça ne m'enrichissait pas personnellement. Ouais. Sauf que j'avais, je sais pas, 18, 19 de moyenne en maths et qu'en plus de ça, à l'époque, je sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui quand on est collégien, mais à l'époque, être bon en français, ça servait à rien. Être bon en maths, alors là, c'est le Graal parce que c'est l'accès à des écoles d'ingénieurs, à des écoles de commerce, etc. Donc déjà, ça a été hyper compliqué en seconde quand j'ai dû choisir. Donc à l'époque, c'était encore S,
pour scientifique, L pour littéraire et ES pour économique et social. Et ben, ça a été hyper compliqué parce que moi, je voulais aller en L, en littéraire, Et oui. pour aller nourrir cet amour des mots, de la littérature. Et en fait, j'ai eu déjà mes parents qui sont montés au créneau en disant mais ça va être une erreur, c'est la filière poubelle. C'est dingue, ouais. Ouais, En ouais. gros, c'est du gâchis, quoi. Tu peux Du aller en gâchis. S, donc Exactement. c'est incroyable. Ouais. Et je On a me tous été souviendrai éduqués toujours. comme ça. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ça change un petit peu. Et notamment, en plus, maintenant, il n'y a plus cette déclinaison SL. Je pense que ça fait grand bien. Mais oui, je pense que c'est un drame, surtout qu'on peut faire de très belles carrières en étant littéraire. Et donc, du coup, oui, mes parents trouvaient ça terrible. Mais pire que ça, les enseignants, ma prof de maths et mon prof de physique-chimie, avaient convoqué mes parents au lycée pour leur dire, non, mais attention, votre fille est en train de faire l'erreur de sa vie. Oh là là, l'horreur. Et Donc, moi, ça a dû vraiment être un combat. en tant que parent, quand tu entends des profs, tu vois, qui ont quand même une certaine aura et une autorité, tu te dis, ah là là, mais comment on peut? On a l'impression qu'en fait, on est en train de gâcher l'avenir de notre enfant, quoi. Oh, c'est terrible. Ok. Exactement. Exactement. Donc ça a été super dur. Ça a été un combat. J'en ai pas démordu. C'est peut-être mon côté un peu enfant rebelle. J'avais le côté bon élève, mais je pense qu'il y avait aussi le côté enfant rebelle un petit peu quelque part en moi. Et donc, j'en ai pas démordu. J'ai dit, vous ne me forcerez pas, en fait. Ce Ah, sera pas bravo. possible. Enfin, forcez-moi et en fait, ce sera terrible. Ouais. Ce sera terrible parce que je ne travaillerai plus, quoi. Finalement, mes parents ont entendu. Je me souviens de ma mère qui m'a dit, OK, on te laisse aller en L, mais à une condition, c'est que tu sois toujours la meilleure. C'est drôle, c'est une phrase qui m'a marquée. Donc ça a été la première difficulté rencontrée. Et la deuxième difficulté, c'est qu'arrive ensuite le moment du bac, où on doit faire ses choix d'orientation. Donc j'ai eu le bac avec mention très bien, tout roulé et Tu tout avais ça. respecté le contrat de ta maman. Exactement, maman était contente. Sauf que du coup, pour être la meilleure, ensuite, il fallait soi-disant aller en prépa. Et moi, je ne voulais pas aller en prépa. Moi, je voulais faire une fac de psychologie à l'époque parce que qu'est-ce que j'aurais aimé à ce moment-là, être thérapeute, aider les gens, les aider à se connaître. Et ben non, c'est pareil, filière poubelle. Il n'y a pas de débouché en psycho. Hors de question, Amandine, et il faut que tu fasses une prépa. Et pour moi, la prépa, c'était la prison. Je rêvais de liberté, de me cultiver. Et pour moi, la prépa, c'était un cadre dans lequel je ne pouvais pas en fait accepter d'évoluer. Donc, ma mère m'a donné la même réponse qui était OK, dans ces cas-là, il va falloir être la meilleure. Et pour être la meilleure, c'est les grandes écoles. Donc, la seule grande école sans prépa, c'était Sciences Po Paris. Bon, coup Incroyable. de bol, j'ai eu Sciences Po. Alors Sciences Po qui répondait quand même, enfin je pense quand même à une partie de ton objectif de te nourrir intellectuellement, non? Pas tout compris. Ouais, quand même, parce C'était que le compromis parfait pour moi parce que, en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire à part cette notion de psychologie humaine que j'aimais. J'étais intéressée par les lettres, par la littérature, par la culture générale. J'aimais parler, j'aimais m'exprimer, j'aimais écrire. Donc, oui, pour moi, Sciences Po, c'était Ouais. très, très cohérent. Mais en fait, c'est drôle parce que je me suis rendu compte que c'était cohérent qu'une fois qu'on m'a dit, ben voilà, il va falloir que tu fasses Sciences Po. Et après, je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc? Là, pareil, l'enfant rebelle s'est dit, moi, j'achète pas un truc avec lequel je suis pas d'accord. Et donc, bon, oui, finalement, en creusant, je me suis dit, oui, ça a l'air passionnant. En effet, ce serait super. Et donc, c'est là où j'ai commencé à préparer le concours et je me suis énormément épanouie à Sciences Po. Ça, tu c'était très, m'étonnes. très, très chouette. Mais effectivement, je Mais comprends que ta difficulté, finalement, c'est presque d'être trop bonne élève et d'avoir trop de choix. Et que ce trop de choix donne la sensation qu'on a choisi pour nous. Donc, on ne s'est pas posé toutes les bonnes questions. Et encore, toi, je trouve que tu avais quand même des certitudes et tu as réussi à les défendre. Ce qui n'est pas évident à cet âge-là, quand même. Hein. Tous ne peuvent pas le faire. Hein. Non, pas la maturité en tout cas. Alors, est-ce que dans tout ce parcours-là, tu as quand même reçu un bon conseil d'orientation, ou le meilleur d'ailleurs conseil d'orientation que tu aies pu recevoir et que quelque part tu souhaiterais nous transmettre? Alors, tu vas rire, mais pour moi, cette question n'est pas facile du tout. Elle n'est pas facile parce que je ne me souviens pas, là, comme ça, avoir eu un échange avec quelqu'un qui, en tout cas, à cet âge-là, m'ait donné un conseil transcendant. Finalement, les meilleurs conseils que j'ai reçus, c'était peut-être les conseils de la vie. En expérimentant, d'avoir des retours et de me dire, oui, en fait, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Typiquement, un super conseil de la vie que j'ai reçu, c'est le conseil de tester avant de choisir. À Sciences Po, il y a plusieurs masters et j'étais intéressée par le master juridique et j'ai fait un stage en cabinet d'avocat. Et en fait, je me suis dit non, pas du tout, c'est pas ça.
Et donc, c'est ce stage qui m'a permis de me rendre compte que c'était pas ça. Donc, je pense que le côté goûter pour choisir et accepter de procéder un peu par itération et de se tromper aussi, de faire des revisements, c'est plus la vie, on va dire, et les expériences qui m'ont donné ce conseil qu'une personne. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais en fait, je crois ne jamais avoir vu un conseiller d'orientation. C'était une époque où on prenait pas beaucoup le temps d'accompagner les jeunes dans leur orientation. Bah, il y avait de telles certitudes. Presque, je dirais que c'est peut-être bête à dire, mais c'est peut-être les moins bons élèves dont on se préoccupait le plus, parce que eux, il fallait décider et que les choix, ils étaient tellement clivants, par exemple aller en bac pro, que de ce fait, on était obligé assez vite de se poser les questions pour eux. Les bons élèves, bah, on se posait pas la question, puisque de toute façon, de fait, sans se poser la question, ils allaient faire S, quoi. En gros, c'était un peu ça. Mais, et C'est derrière une très juste. prépa, c'est exactement ça, Le ce que chemin tu était décris. tout tracé pour les bons élèves, en Donc on fait. se posait pas la question. Mais trop de choix parfois et pas forcément le bon truc, quoi. Et alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a un conseil, le pire conseil que tu aies reçu et que celui-là, il faut no way, tu l'interdis? Ouais, alors, je pense qu'en fait, c'est tout simplement, plus qu'un conseil, une idée reçue, le côté de se dire, le choix que tu vas faire à 18 ans va déterminer ta vie. Le conseil de dire ne te trompe pas, parce qu'en fait, c'est complètement faux et encore plus aujourd'hui où les carrières, elles sont mouvantes, elles sont atypiques. Même si on peut rester dans une entreprise plusieurs années, on peut se réinventer sur son poste, on peut faire de la mobilité horizontale, c'est-à-dire on peut, au sein d'une même entreprise, changer de département, changer de secteur. Aujourd'hui, les carrières, elles sont en mouvement permanent et je pense que dire à un jeune, tu dois faire le bon choix maintenant, ne te trompe pas, c'est hyper pressurisant. Ça lui crée aussi une croyance selon laquelle il ne pourra pas se réinventer après. Et puis, bah, ça ne sert pas, quoi. Ça ne le sert pas dans sa réflexion. Et Donc, puis je c'est pense que c'est tellement le pire conseil. paralysant, en fait, Ouais, que ouais, ouais. je te rejoins complètement. Mais super, bon, mauvais conseil. Enfin bon, on a bien fait d'en parler. Et est-ce que tu as un modèle? Alors je sais que cette question parfois déroute, mais est-ce que tu as un modèle qui t'inspire, là, plus dans l'exercice de ton métier ou bien dans ton parcours d'orientation? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, ou une théorie qui t'a un peu inspiré, quoi? J'ai envie de te répondre plutôt dans l'exercice de mon métier, parce qu'il y a tellement de personnes inspirantes dans l'accompagnement. Je trouve qu'aujourd'hui, le métier de l'accompagnement fleurit et que les gens apprennent de plus en plus à se connaître. Il y a deux noms qui me viennent en tête. Le premier nom, c'est celui de Thomas Dansbourg. Je ne sais pas si tu le Non, connais. je ne connais pas. C'est un thérapeute belge qui a été avocat avant d'être thérapeute, qui a lui-même fait une reconversion et qui est l'auteur d'un bouquin qui est assez célèbre qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui en fait donne des bases incroyables en communication non violente. La communication non violente, on peut croire que c'est juste communiquer avec l'autre, mais c'est aussi communiquer avec soi. Et je trouve qu'il est exemplaire en tant qu'accompagnant, en tant que coach, en tant que thérapeute, parce qu'il a une capacité à comprendre les émotions des autres, à les aider à se connecter à leurs propres ressentis. Et typiquement, en milieu professionnel, c'est important de se dire, OK, là, il y a un truc qui se passe, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je dois poser des limites? Est-ce que je dois revoir mon équilibre pro-perso? Est-ce que je dois partir de ce job? Être connecté à ce qu'on ressent, c'est hyper important. Et donc, ce thérapeute, il est extraordinaire par rapport à ça. Il est aussi d'une écoute, d'une bienveillance, d'une douceur. Pour moi, il incarne vraiment les valeurs que j'ai aussi envie de donner dans mes accompagnements. Donc, j'aurais envie de le citer lui en premier. Et la deuxième personne que j'aurais envie de citer, et c'est une personnalité un peu opposée, même si ses accompagnements sont extraordinaires aussi, c'est Clotilde Doucelier qui a créé un podcast, le podcast Change ma vie. Ouais, bien sûr. Et elle, je l'admire beaucoup. Je trouve que c'est un vrai modèle pour une autre raison qui est davantage son dynamisme, sa capacité à vulgariser les concepts de travail sur soi, pardon, de remise en question de soi. Et puis aussi son côté entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, un coach ne peut pas être seulement un coach, il doit aussi être un entrepreneur Mm. pour justement créer sa visibilité. Très compliqué, hein, je crois, hein, parce que le marché, en plus, est en train de, tu disais, est florissant, et du coup, vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Et j'ai l'impression que c'est très important, ça, hein, cette notion d'émerger. Voilà. Et créer aussi, je pense, ses frontières, en fait, en gros, son positionnement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette notion est de plus en plus
pardon de le dire, mais de plus en plus flou. On ne sait pas de quoi on est coach. Il y a tellement de coachs différents et donc du coup, c'est Tout à hyper fait. important de trouver son ancrage. Mais donc du coup, tu m'as fait une parfaite, mais alors parfaite transition, justement pour nous. Maintenant, on va s'attacher un peu plus à ton métier de coach, comprendre en quoi il consiste. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste et en gros quelle mission tu te fixes quand tu accompagnes quelqu'un? Alors, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, j'accompagne à la fois les particuliers et les entreprises. Il faut quand même savoir que 75% à 80% de mon activité, c'est les particuliers. C'est vraiment un choix de ma part qui rejoint toujours ce côté être en toute authenticité avec la personne accompagnée et donc le fait de ne pas intervenir en entreprise, mais d'intervenir pour un individu qui, lui, dans sa vie, dans son quotidien, a choisi de travailler sur lui. Pour moi, c'est très précieux. Ça, je le fais au cabinet. Donc, j'ai un cabinet dans le 15e. Et puis, en ligne, on ne va pas se Ouais. mentir, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont basculé en ligne, même si les gens sont contents aussi de pouvoir revenir en présentiel. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi des clients qui ne sont pas à Paris, qui sont dans le reste de la France. Mm. Donc ça fait sens. Et donc, avec ces clients particuliers, je dirais que les 3 grands sujets sur lesquels j'accompagne, c'est équilibre pro-perso, Ouais. qui est vraiment aujourd'hui un sujet avec des personnes qui frôlent le burn-out ou se remettent d'un burn-out ou qui apprennent à dire non à un projet supplémentaire, dire non à un collègue qui franchit des limites. Donc vraiment, équilibre pro-perso qui est très lié à l'affirmation de soi en milieu professionnel finalement. Le deuxième volet, c'est tout ce qui est reconversion. Et donc là, j'accompagne aussi bien les personnes sur la définition du projet que sur la mise en œuvre. Et je reprends ma casquette RH quand il s'agit de préparer des entretiens, de candidater. Je prends ma casquette d'entrepreneur quand il s'agit de construire davantage un business model ou de pitcher un projet. Donc, j'accompagne aussi bien en amont au moment de la définition du projet qu'en aval pour le mettre en œuvre. Et ensuite, le troisième point sur lequel j'accompagne ces particuliers, c'est la confiance en soi. Ça recoupe beaucoup de choses, la confiance en soi, comment on se valorise, comment on s'estime, comment on ose, comment on passe à l'action, comment on rebondit après un échec. Ce qui me fait toujours sourire, c'est que c'est rare que les gens viennent me voir en me disant je veux travailler ma confiance en soi. Ça arrive, il y en a qui disent voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur, je voudrais qu'on bosse dessus. Mais très souvent, les gens viennent me voir pour un autre problème. Mon boss, il n'est pas sympa pour telle raison, tel collègue, on communique mal ensemble, un problème. Et puis en fait, on se rend compte que une des raisons sous-jacentes au problème, ça peut bien sûr être la communication ou d'autres choses, mais très souvent, c'est que la personne ne se fait pas suffisamment confiance, n'identifie pas assez ses ressources, ne s'affirme pas assez pour mettre ses limites, pour oser et pour construire la vie pro dont elle rêve en fait. Bon, en tout cas, c'est toujours, que ce soit dans le cadre d'un particulier ou d'un professionnel, c'est toujours dans le cadre de sa vie d'entreprise, de sa vie professionnelle à lui, la plupart Alors, du c'est temps. une bonne question. Oui et non. Parce que, en fait, très souvent, par exemple, mettons un projet de reconversion, on ne peut pas traiter Bien un projet sûr. de reconversion sans prendre en compte la famille, les blocages. Je vais te prendre un exemple. Récemment, j'ai accompagné un jeune homme dans un projet de reconversion professionnelle. Donc, on redéfinissait complètement le projet et puis ensuite, il a fallu passer à l'action. Et dans ce passage à l'action, il y avait un énorme blocage qui était lié à cette notion de faire plaisir qu'il avait reçue dans l'enfance. Tu dois faire plaisir. Et en fait, ce jeune homme qui avait 29 ans, donc qui était quand même complètement émancipé de ses parents par ailleurs, était bloqué, complètement bloqué dans son passage à l'action parce qu'il avait l'impression que ce projet ne faisait pas plaisir à ses parents, Il n'était pas dans le désir et donc il allait décevoir, quoi. qu'il allait décevoir. Et donc là, tu vois, typiquement, bah, oui, on est sur un projet de reconversion, mais on va faire 3 séances où on va dénouer des choses qui se sont passées dans l'enfance. Je pourrais t'en parler un peu plus tard, mais la PNL est hyper précieuse pour ce genre de sujet. Pareil, équilibre pro-perso, ça peut toucher à comment je gère mon temps à la maison aussi, à la relation avec les enfants. Donc, en fait, oui, la problématique, elle touche au travail, mais l'accompagnement en lui-même, il va être beaucoup plus large et surtout les clés qu'on va développer, elles vont permettre de transformer sa vie aussi dans les autres sphères de la vie. J'en profite d'ailleurs une petite question parce que pour l'avoir vécu et je voudrais connaître ton sentiment, que c'est, on peut se demander, hein, pour les gens qui ne connaissent pas le métier de coach, quelle est la différence? Pourquoi je choisirais plutôt un coach qu'un psy, par exemple? Tu vois? Et quelle est la Ouais. différence? Parce que moi, j'ai trouvé l'accompagnement tellement différent et je pense que... Alors peut-être qu'on peut avoir besoin des deux, hein, tout à fait, mais en tout cas, j'ai trouvé que moi, j'avais trouvé des réponses différentes et une méthode différente qui m'allait mieux
en travaillant avec un coach qu'en travaillant avec un psy. Et du coup, je voudrais avoir aussi peut-être ton sentiment. Ouais, elle est super intéressante cette question. En fait, on me la pose très souvent. Les personnes oui, qui me contactent au début pour savoir comment ça va se passer me disent, bah voilà, j'ai déjà vu un psy. En quoi ça va être différent cette fois? En fait, j'aime bien répondre. Le psy, on travaille sur le passé. Le coach, on travaille sur l'avenir. Le psy, on est essentiellement dans l'introspection. Le coach, on est essentiellement dans l'action. En gros, moi, en tant que coach, je vais aider la personne à se définir de nouveaux objectifs, à voir ce dont elle ne veut plus, à voir ce qu'elle veut créer pour sa vie et à trouver la meilleure méthode pour la mettre en œuvre et accompagner ce changement. Sauf si la personne le demande et qu'en effet, elle veut en plus faire un travail thérapeutique ou sauf si nécessaire, parce que comme je le disais, il y a des croyances beaucoup plus anciennes qui sont là. On ne va pas trifouiller le passé de la personne. Ok, bon, mais j'ai ressenti exactement la même chose. Donc, ok. Et alors, si on rentre plus concrètement, en fait, quand je parle de méthode, est-ce que tu peux nous décrire un accompagnement type? Est-ce qu'il y a des étapes? Combien de temps ça dure? Alors, déjà, combien de temps ça dure? Je peux jamais dire. Je dis toujours à la personne au début, quand elle me contacte pour avoir de l'information, à peu près combien de séances il me semble nécessaire. Et c'est bien sûr, ça va pas être le même nombre de séances si la personne vient de me dire, je viens vous voir pour préparer un entretien, ou je viens vous voir parce que je suis au bord du burn-out, ou là, en fait, on est sur un accompagnement beaucoup plus long. Donc, je donne à peu près un chiffre global, mais on ne sait jamais, la personne, elle peut toujours soit arriver plus vite à son objectif, soit avoir besoin ensuite de plusieurs séances parce que c'est des poupées russes. On s'est rendu compte qu'en fait, le problème présenté, ce n'était pas le problème de fond. Mais je peux te dire qu'en moyenne, en général, les gens prennent entre 8 et 12 séances. Après, on peut aussi avoir des one-shots, entre guillemets, une égo de rupture conventionnelle à préparer ou sur des points très techniques, où là, c'est tout à fait possible. Okay. Sur les étapes de l'accompagnement, ça aussi, ça va varier. Vraiment, c'est hyper important pour moi de faire du sur-mesure. J'ai une méthodologie, mais en fait, ça va varier d'une personne à l'autre. Quand on est sur la reconversion, il y a une étape qui est introspection, définition du projet, quelles sont mes aspirations, mes valeurs, mes besoins, ce que je veux, ce dont je ne veux plus, quelles sont mes forces, mes qualités. Donc, on fait vraiment un état des lieux, en fait, des forces de la personne et de ce qu'elle aime. 2-3 pistes concrètes par rapport à cet état des lieux qui a été fait. Et ensuite, deuxième phase, on est dans une phase davantage exploratoire. On teste les pistes. Comme je disais tout à l'heure, c'est tellement important, on ne s'engage pas dans une voie pro sans avoir au moins goûté un petit peu à ce qu'on pourrait ressentir face à ce projet. Donc, on teste, on réajuste. Éventuellement, on enlève des pistes, on en rajoute. Donc, ça, c'est la phase exploratoire, la deuxième phase. Et troisième phase, passage à l'action. Donc là, j'accompagne la mise en œuvre, le déroulement. Donc, tu vois, là, on a 3 étapes assez marquées. Après, quand on est sur un coaching confiance en soi ou équilibre pro-perso, ça va varier. Ce que je peux juste te dire, c'est que dans tout coaching, quel que soit le sujet, il y aura et de l'introspection et du passage à l'action, et des temps d'échange et des exercices. Et est-ce qu'il y a forcément une fin? Tu vois, psy, tu as l'impression que tu peux commencer, et puis tu as 77 ans, tu es toujours en psy. Woody Allen pourrait nous en parler. Le coaching, j'ai l'impression que justement, une de ces différences, c'est aussi que c'est marqué dans le temps, en fait, et qu'il y a un début, il y a une fin qui est très clairement un peu établie, quoi, et volontaire, quoi. Tout à fait. La fin, en fait, elle est au moment où l'objectif qui a été défini au départ, mieux équilibrer ma vie, apprendre à dire non au travail, trouver un autre job, a été atteint. Ouais, okay. Donc, quand cet objectif est réalisé, et c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de le définir au préalable, le coaching est terminé. Ça ne veut pas dire que la personne, ensuite, elle ne peut pas décider qu'elle veut continuer et ajouter un nouvel objectif. Bien ça sûr. arrive, la personne, elle se dit, OK, on a bossé sur la confiance en moi, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je sais dire non à mon manager, ou aujourd'hui, je n'ai plus peur de passer à l'action. Maintenant, je me suis rendu compte dans le travail qu'on a fait qu'à chaque fois qu'on parlait d'émotions, je n'étais pas connectée à mes émotions. Est-ce qu'on pourrait maintenant faire un nouveau coaching, en fait, d'une certaine façon, sur ce nouvel objectif? Donc, on peut se rajouter un objectif. Mais en tout cas, voilà, si la personne n'a pas ce souhait-là, le coaching se termine quand l'objectif est atteint. Ouais, super clair. Tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, tu as abordé la notion de PNL. Je trouve que c'est super important que tu puisses nous expliquer un peu
comment vous formez, mais au-delà de ça, quelles sont les techniques aussi que tu utilises? Quand on en avait parlé un petit peu au téléphone en amont, tu me citais effectivement les PNL, les neurosciences. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors, on pourra en parler des heures et des heures, hein, je pense, mais nous expliquer le plus simplement possible à quoi ça correspond et comment tu les appliques dans ton métier? Donc, en effet, hein, en plus d'être formée au coaching, je suis formée donc aux neurosciences appliquées au coaching. Je suis formée à la programmation neurolinguistique, donc la PNL, et à la communication non violente. Ces 3 outils qui sont hyper précieux pour moi parce qu'ils ont révolutionné, je pense, dans une certaine mesure, ma pratique de coach. La PNL, tout d'abord, parce qu'elle a permis d'apporter une dimension thérapeutique à la pratique. Donc, la PNL, c'est quoi? C'est en fait PNL pour programmation, avec cette idée qu'on a dans notre cerveau comme des croyances qui sont installées et qui ont été programmées dans l'enfance parce qu'on a vécu ou entendu, et puis ensuite au fil de notre expérience. Par exemple, si on a eu 5 expériences pro avec un manager qui était terrible, on peut créer une croyance comme les managers sont tous des salauds. Donc en fait, programmation pour se dire, OK, on a ces mécanismes intérieurs qui sont en nous et qui sont installés. Neurolinguistique, parce qu'en fait, ça nous explique que c'est par le langage et par des exercices mentaux qu'on peut déconstruire ou reconstruire ses croyances. Déjà, voilà d'où vient le terme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par des outils comme la visualisation, la parole, des états aussi qui sont proches de l'état d'hypnose, le choix du mot juste, le fait de transformer son propre vocabulaire et aussi la façon dont on se parle dans sa tête, on va réussir à déconstruire ses croyances et à en construire de nouvelles qui servent davantage nos objectifs. Par exemple, cette personne qui pense que tous les managers sont antipathiques et ne prennent pas soin de lui, il serait sûrement beaucoup mieux servi par une croyance du type « face à un manager qui ne me respecte pas, je peux m'affirmer et mettre mes limites ». Bien sûr. Donc, ça, c'est la PNL et c'est vraiment magique parce qu'on a tous des blocages, des peurs. On a l'impression que ça fait des années qu'on y réfléchit, qu'on a tout compris sur le papier, mais on ne sait pas pourquoi, au fond de nous, n'arrive pas à dépasser ce blocage. J'ai l'impression que tu me décris là. OK. Tout à fait. Donc Le ça, côté un peu qui est tu peux intellectualiser comme tu veux, tu peux rationaliser, tu peux te faire des fiches, tu peux lire 1 milliard de bouquins. Il y a un moment donné, tu te dis: «Mais je comprends pas, et le problème il demeure». Mais OK, donc ça me rassure. Et tu peux l'avoir compris, c'est-à-dire que tu peux même l'expliquer à quelqu'un, ce problème, tu peux expliquer comment travailler dessus, mais par contre, toi, tu n'y arrives pas. Ouais. Et bien là, la PNL, c'est magique. C'est vraiment hyper précieux pour ça. Et en plus, c'est vraiment de la thérapie brève, la PNL. Donc, en 2-3 séances, tu débloques complètement une croyance. Et donc, après, ça permet de reprendre l'accompagnement et de passer à l'action sur la partie coaching. Donc, ça, c'est pour la PNL. Les neurosciences, c'est très chouette parce que c'est les sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau, à la fois d'un point de vue biologique, à la fois d'un point de vue chimique et à la fois d'un point de vue électrique. On a compris beaucoup de choses en mettant des électrodes sur et dans le cerveau, ce qui permet à la fois de comprendre à quoi servent les différentes aires du cerveau, mais aussi comment elles communiquent entre elles, et donc de mieux faciliter tout ce qui est processus d'apprentissage, création de nouvelles habitudes, et puis aussi de mieux comprendre l'impact de pratiques comme la méditation ou la visualisation sur notre vie. Donc ça, c'est ce à quoi servent les neurosciences. C'est un peu ce qu'on appelle la plasticité aussi cérébrale. Parce que j'avais lu des choses dessus, en fait, où effectivement, si tu répètes un schéma, en fait, il y a des connexions qui se font beaucoup plus rapidement. Donc, tu développes, en fait, le réseau neuronal, quoi. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est comme de la gym. Tu te renforces comme tu musclerais tes bras, quoi. T'as tout compris. C'est complètement fou à partir du moment où on comprend ça, parce qu'en effet, le cerveau est super bien fait. Si on mobilise certains neurones, il va se dire « Ah, bah, ces neurones, ils sont utiles ». Donc, il va les renforcer et donc l'information va passer plus facilement. Si d'autres, on ne les mobilise pas, le cerveau va se dire « Bon, bah, ces neurones, ils ne servent à rien, donc ils vont disparaître ». Et c'est comme ça qu'on crée de nouvelles habitudes. Et en fait, je crois que c'est la partie très rationnelle c'est ma partie très rationnelle qui a été satisfaite avec les neurosciences, c'est que ça permet de donner une explication très claire et très scientifique à ce qu'on fait en accompagnement d'un point de vue psychologique. Okay. Ça me permet aussi de l'expliquer à mes clients, de leur dire, bah voilà, cet exercice, je ne te le donne pas juste pour le plaisir de te le donner, mais regarde, si tu le pratiques, il va se passer ça. La méditation, elle transforme telle aire de ton cerveau. Cette pratique-là, elle génère telle hormone dans ton cerveau.
Le stress, cette hormone-là, elle va attaquer telle partie de ton comportement. Et donc, la personne, tout de suite, elle comprend l'intérêt de pratiquer et elle va mettre beaucoup plus d'engagement dans la transformation et Et dans puis on les est encore exercices. dans une société où le rationnel, le médical, et cetera est tellement le côté scientifique est tellement important qu'on a besoin de se raccrocher encore à ça. Enfin tous, hein, je c'est pas un jugement, mais pour se dire: «Ah oui, c'est efficace». Un peu comme tu sais, dans les crèmes, tu as besoin qu'on te dise plus X % ou moins X % de rides, quoi. On est encore, beaucoup là-dessus, quoi. Et est-ce que tu as besoin de faire appel à d'autres experts, justement, dans le cadre de ces accompagnements? Alors, c'est hyper important quand tu accompagnes quelqu'un d'être capable de voir quand ton champ de compétences, quand on sort de ton champ de compétences, quand tu n'es plus à même d'accompagner la personne ou qu'il y a un sujet sur lequel tu ne peux pas l'accompagner. Et dans ces cas-là, oui, je fais appel à un autre expert. Alors, quand je dis je fais appel, ce n'est pas que je vais solliciter quelqu'un qui va travailler pour moi dans le cadre de l'accompagnement. Je vais plutôt recommander cette personne. J'ai un réseau d'accompagnants, que ce soit plutôt des consultants ou des thérapeutes ou Ouais. d'autres coachs spécialisés dans d'autres domaines. Et donc, je vais recommander. Je vais dire à la personne, bah voilà, là, il y a tel hypnothérapeute, je pense qu'il peut débloquer. Là, il y a tel consultant RH, je pense qu'il peut t'aider sur ce sujet-là. Donc, être capable de rediriger la personne vers un accompagnant qui va être beaucoup plus pointu ou précis sur un sujet qui n'est pas dans mon champ de compétences. Je reviens un petit peu sur tes types de clients, tu les appelles les clients. Mhm. Tu parlais d'un jeune homme de 29 ans, est-ce qu'il y a bon, j'ai cru comprendre quand même que tu interviens et tu accompagnes plutôt des adultes. Il Mhm. existe aussi des coachs pour, adolescents, mon fils, il en a vu une. Donc tu me confirmes bien que tu es essentiellement sur les adultes. Oui. Est-ce qu'il y a un profil type, tu vois? C'est marrant parce que tu me disais tout à l'heure sur, imposture, je suis une imposteur et cetera. Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce qu'il y a plutôt un âge? Mhm. Est-ce que c'est plutôt, une fois qu'on a eu des enfants ou au contraire, est-ce que tu vois que de plus en plus ils sont jeunes? Voilà. Ouais. Je dirais que la moyenne d'âge, c'est entre 30 et 45 ans, la moyenne. C'est peut-être l'âge aussi où on se remet en question, on a déjà une première partie de carrière et donc on est capable de se dire, OK, bah, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, qu'est-ce que j'aime moins. Donc je dirais que c'est cette moyenne d'âge-là. Après, c'est assez drôle, l'amplitude d'âge est quand même très large. La plus jeune femme que j'ai accompagnée avait 19 ans. Ah ouais, Et donc, c'était vraiment dans le cadre, une première année de fac qui lui avait pas du tout plu. d'accord. Et donc, elle s'était dit, j'ai besoin d'aide pour trouver ce qui me convient. Donc là, on est vraiment sur de l'orientation, Mmh mh. la réorientation même. Et puis, la personne la plus âgée, entre guillemets, que j'ai accompagnée à 65 ans. Ça, c'est Et elle génial. cherche à se réinventer parce qu'elle aime travailler et son job va se terminer. Elle a un départ à la retraite et elle cherche à se réinventer pour la suite. Mais tu sais que je me dis Euh, que ça, c'est une cible à part entière parce que c'est un tel mouvement dans ta vie quand tu bascules à la retraite que, je trouve que c'est passionnant, en fait et je pense qu'il y en a ouais, beaucoup qui en auraient besoin, quoi, de se ouais. réinventer parce qu'ils ont tellement tout et on a souvent beaucoup concentré sur l'activité professionnelle que d'un coup, tu perds ça. Qu'est-ce que tu deviens? Comment tu te réinventes? Ouais, je trouve ça génial, super. Et est-ce que c'est CSP+ ou pas? Ma question derrière, c'est est-ce que c'est pas, je caricature, mais la girly parisienne CSP+, qui a les moyens d'avoir le temps de se poser ce genre de questions? On va pas se mentir, c'est plutôt CSP+. Ouais, c'est vrai. Déjà, il y a le côté, bah, le coaching, ça a un coût. Mmh. Il faut être au fait aussi de ce qu'est un coaching. Et rien que ça demande finalement une certaine curiosité sur tous les sujets d'accompagnement, une certaine capacité à se remettre en question. Donc ça, c'est très juste. Parisien ou parisienne, pas forcément, mais par contre, grande ville. Ouais, bien sûr. J'ai deux personnes à Lille, j'ai une personne à Bordeaux, donc voilà. Euh, Tu disais parisienne, on va pas se mentir, c'est plutôt des femmes. Mmh. Euh, je dirais que j'ai seulement un tiers d'hommes, Ouais. Mais il donc y en c'est a quand quand même, même. c'est chouette. Il y en a quand même. Il y en a quand même. Et je tiens quand même à le dire, les hommes, c'est assez drôle parce qu'ils ne viennent jamais, jamais, jamais me voir pour la confiance en soi ou l'estime de soi, jamais. Par contre, on termine toujours l'accompagnement là-dessus. Ouais, c'est incroyable, hein. Toujours, Les pauvres. Moi, je toujours. pense que c'est un couvercle qu'on leur a mis supplémentaire, hein, pour eux. Mais je trouve ça intéressant effectivement, le jour où le coaching sera intégré, dans un parcours santé de la sécu et remboursé, parce que ça éviterait des burn-out qui coûtent très cher à la société aussi, hein.
et des dépressions, quand on voit que les Français, on fait partie des gens qui consomment le plus d'antidépresseurs. Je pense que le jour où ça sera dans les parcours des enfants, des séances de coaching pour mieux se connaître, qui éviterait des erreurs de parcours d'orientation, et ensuite, pour être plus solide et vivre mieux sa vie professionnelle, je pense que la société l'économiserait vachement, quoi. Bref, ça c'était au passage. Tu dirais quelles sont les principales difficultés auxquelles les personnes sont confrontées? Bon, tu as parlé des 3 grandes, types de cas de figure, mais au fond, est-ce qu'il y a un trait et un point, essentiel qui fait qu'il y a un moment donné où ça bascule et ils ont besoin d'aller vers du coaching? Je pense qu'il y a quand même quelque chose de très commun à tous, c'est la notion de regard des autres. Je ne veux pas me reconvertir parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et ma carrière, à quoi elle va ressembler? Et si je rate, qu'est-ce qu'on dira? Je ne sais pas dire non au travail parce que si je dis non à mon manager, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Quel professionnel ça fait de moi? C'est fou, ouais. Je n'ai pas confiance parce que est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je mérite, avec mon regard à moi sur moi-même, de me donner de la valeur? Si les autres, eux, pensent pas la même chose, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Donc, il y a quand même quelque chose dans cette société aujourd'hui qui est très en lien avec le regard des autres et les réseaux sociaux, que ce soit un Instagram ou un LinkedIn, hein, parce que un réseau social professionnel peut être tout autant source de comparaison, peuvent rendre très difficile le rapport au regard de l'autre. Et donc, je t'ai déjà présenté les différents thèmes sur lesquels j'interviens, mais je pense que c'est intéressant de dire que de façon sous-jacente à ces différents thèmes, il y a quand même ce rapport à quelle valeur je me donne à moi, indépendamment du regard de l'autre. C'est super intéressant ça. Je te rejoins complètement, quoi. Et est-ce que tu vois aussi une évolution des besoins et là plus à court terme, notamment par rapport au Covid? Alors, tu sais, pendant le Covid, moi, ma charge de travail a explosé. J'ai même dû refuser des accompagnements, Dingue. notamment pendant le premier confinement. C'était un petit peu moins le cas pendant le deuxième, mais le premier confinement, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, c'est l'occasion de travailler sur moi. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui ont eu peur. Enfermé chez soi, c'est aussi le moment où les névroses ressortent, hein, les névroses au sens mécanisme de défense, hein. Donc, d'un point de vue émotionnel, c'est très fort. Il y a aussi les personnes qui se sont dit, et si je perds mon job, il faut que je prépare la suite. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à ce moment-là. Mais ça, c'était très contextuel, lié au confinement, je pense. Aujourd'hui, avec tout ce qui a évolué depuis, il y a pas mal de coaching sur comment je manage en télétravail, comment j'accompagne en télétravail, comment je gère, moi, mon équilibre pro-perso en télétravail, alors que mon ordinateur, il est dans mon salon, qu'il y a les enfants à côté et les calls pro de l'autre. Ouais. Donc, toute la notion d'équilibre pro, elle s'est un peu réinventée autour du télétravail. Et puis, il y a aussi plein de gens, on ne va pas se mentir, pour qui cette période a accéléré le souhait de se Ouais, bien reconvertir sûr. ou de remettre en tout cas en question leur parcours professionnel. Ça a bousculé, du coup, ça a forcé une prise de recul qui, du coup, a enclenché des choses peut-être plus rapidement, là où ils se seraient posé des questions peut-être, dans 5 ans, quoi. Bon, super intéressant. Pour toi, quels sont les ingrédients qui sont indispensables à un bon fonctionnement, tu vois, de coaching, quoi? Alors, quand tu dis un bon fonctionnement du coaching, tu veux dire C'est que ça porte ses de fruits, c'est-à-dire que l'accompagnement? tu atteignes les objectifs fixés, quoi. Hmm. Alors déjà, c'est que la personne, elle comprenne qu'elle est actrice de son coaching. C'est hyper important. Euh, c'est pas le coach qui fait tout. Le coach, c'est un facilitateur. Le coach, il sert de miroir. Il met en lumière ce qui fonctionne pas. Il donne les outils à la personne. Mais la personne, une fois qu'elle a les outils, c'est à elle de bricoler sa maison. C'est à elle de construire son projet. C'est à elle de construire sa transformation. Donc, un prérequis, c'est que la personne, elle s'engage, elle se responsabilise et elle soit actrice de son coaching. Ensuite, c'est qu'il y a une relation de confiance. Ça, c'est en grande partie mon rôle de la créer. Ça veut aussi dire que l'autre, il est invité à être lui-même, à dire quand il bloque, à dire voilà, j'ai pas fait cet exercice-là, c'était dur, là j'ai pris peur, là on s'était dit ça la dernière fois, mais en fait je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc l'authenticité, autant de mon côté que de son côté, est essentielle pour que moi je puisse travailler avec le réel, pas avec le masque de la personne. Donc ça c'est essentiel. Après, il y a aussi la nécessité de fixer un objectif précis, hein, qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on veut atteindre. Et puis, la flexibilité. On se rend compte que l'objectif, en fait, il n'est plus atteignable, ou il a changé, ou les valeurs de la personne ont changé tout au long de l'accompagnement parce qu'elle s'est transformée. Ça peut arriver, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Et donc, c'est aussi être capable d'être flexible dans l'accompagnement
autant pour moi que pour la personne qui est accompagnée. Génial, ouais, super précis. Est-ce qu'il y a un accompagnement qui t'a le plus marqué, là, dont tu voudrais nous parler? Alors, cette question, je la trouve pas évidente parce qu'en fait, il y a beaucoup d'accompagnements qui m'ont marqué. Ils sont tous très différents. Il y a ceux qui me marquent par leur fulgurance parce que la personne se transforme très vite. Il y a ceux qui me marquent par leur profondeur. On prend le temps, mais en fait, on fait décanter des choses et la personne, ensuite, elle peut briller grâce à ça. Donc, c'est pas forcément évident pour moi, mais je peux peut-être te donner 2 ou 3 exemples Ouais. si ça te va. Ouais. Le premier accompagnement, c'était une jeune femme brillante, vraiment brillante, peut-être bien faite, professionnelle, compétente, qui s'épuisait au travail. Et elle s'épuisait au travail notamment à cause de son perfectionnisme maladif. Je ne peux pas lâcher. Et si ça, c'est pas parfait, que va-t-on penser de moi? Et donc, on a eu à la fois un travail sur son organisation concrète dans son quotidien, son rapport à la façon dont mettre des limites, mais aussi sur ses croyances. Quelle est ma valeur si je ne suis pas parfaite? Et aujourd'hui, elle a trouvé un équilibre. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas eu de nouvelles ces 3 derniers mois, mais en tout cas, quand on a terminé l'accompagnement en juin dernier, elle avait trouvé un équilibre qui lui convenait. Et ça lui a même laissé le temps pour commencer à réfléchir à un nouveau projet. Et donc, cette jeune femme aujourd'hui, dans son équilibre, elle a à la fois ce poste dans lequel elle arrive à lui mettre des limites, mais aussi, elle s'est réservé un temps pour elle pour commencer à réfléchir peut-être à d'autres choses et à la suite. Ce qui parfois, d'ailleurs, je trouve, de penser à la suite, te permet juste d'équilibrer le présent, quoi. Parce que ça te rassure sur le fait que tu n'es pas en train de griller toutes tes cartouches sur le temps présent. Et je trouve que quand tu ne... Moi, cette prise de recul, si je n'arrive pas à la dégager, mais tout le temps, hein, ça a toujours été valable, ça me rajoute une angoisse supplémentaire de me dire, là, je vais dans le mur, je ne réfléchis plus. Et ce sentiment est vraiment très dur pour moi. Ouais, sortir la tête du guidon avant toute chose. C'est essentiel et c'est pas forcément facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, en fait. Clairement, ouais. On est pris dans le flot et puis parfois on rattache aussi notre identité au travail. Qui je suis si je suis plus le professionnel parfait, ou qui je suis si jamais au travail ça se passe moins bien, ou qui je suis si je change de travail, quelle est mon identité. Et ça, c'est difficile. Est-ce que tu veux nous citer un deuxième exemple qui te paraîtrait complémentaire? Ouais, il y a un deuxième exemple que j'aime beaucoup. Donc c'est un homme cette fois. Et alors lui, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il est venu pour construire son projet pro, entrepreneurial. Donc on a travaillé sur son business model, sur son projet, sur sa communication. On était vraiment dans de l'opérationnel, dans du concret. Et puis en fait, ce que j'ai adoré, c'est que son coaching, très très concret au départ, s'est transformé en aventure intérieure. Je l'accompagne encore, ce monsieur. Aujourd'hui, on travaille beaucoup justement avec l'outil communication non violente pour apprendre à identifier ses émotions, à quoi elle ressemble dans son corps, où elle est la colère, où est-ce qu'elle se situe, quel message elle lui livre, cette colère, quel besoin elle exprime, et cette peur, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un travail exploratoire émotionnel qui est une porte vers quelque chose auquel il n'avait jamais accédé. Et ça, c'est génial. Oui. C'est génial parce que ça crée aussi des transformations beaucoup plus profondes, quoi. Oui, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais... Quand tu constates aujourd'hui les carences, parce que du coup, tu accompagnes des adultes qui ont forcément du coup des carences, qu'est-ce que quelque part tu voudrais améliorer en amont dans la formation, dans l'éducation des enfants? Est-ce que ça, tu t'es déjà dit zut, quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Tu vas rire, mais des fois, je me dis que si je devais, c'est pas du tout mon ambition, mais si je devais accéder à un poste à forte responsabilité, et notamment politique, je rêverais d'être ministre de l'Éducation, parce que je pense que c'est de là que tout part. Si seulement on donnait aux enfants les moyens de se connaître, notamment de comprendre leurs émotions. On est dans une société où l'émotion n'a pas sa place. La colère, c'est mal vu. La peur, c'est honteux. La joie, pas trop s'il te plaît, parce que c'est jamais ce qui peut arriver demain. La tristesse est forcément associée à la dépression. Bouge-toi, t'as pas le droit d'être triste. C'est tellement vrai ce que tu dis. C'est terrible. Alors que, en fait, c'est renier notre part d'humanité. Hein. On ne peut pas vivre sans émotion. Émotion, en latin, c'est movere, se mettre en mouvement. On ne pourrait pas se mettre en mouvement sans ces émotions. Donc, la question, c'est plutôt comment en faire des ressources précieuses. Et donc, si seulement on apprenait aux enfants à comprendre les émotions qui les traversent, à voir comment y réagir, à voir qu'est-ce qu'elles veulent dire, ça, ce serait extraordinaire.
Pour moi, c'est la première chose qui devrait être essentielle dans l'éducation. Et la deuxième chose, c'est la communication. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on ne sait pas se dire les choses avec les bons mots. Et donc, voilà, des exercices de communication non violente, comment on donne du feedback, comment on dit non sans blesser et sans que ça nous remette en question, comment on dit quand on est d'accord, pas d'accord, et comment on peut être soi-même avec l'autre. Je pense que ça libérerait la parole, et en entreprise notamment. Et ça les préparait du coup au futur, quoi. C'est-à-dire, parce que le monde du travail il est en évolution permanente, et j'imagine que c'est une façon de mieux les préparer, quoi. Alors moi, il y a un sujet qui me tenait à cœur, et on en avait discuté quand on s'était eu au téléphone, parce que, en fait, moi, je trouve qu'il y a un très, très gros développement en fait, du discours autour du bien-être au travail, ce qui est tant mieux, hein. On va pas le remettre en cause. La recherche de sens, la recherche de plaisir. Et aussi, en même temps, je trouve en parallèle, il y a vachement de discours autour de la démission, de la reconversion, de la transition, comme si tous ces premiers éléments que j'ai cités ne pouvaient exister qu'au travers de ces 3 solutions, donc d'un départ. Et moi, je me dis que ce discours-là, poussé un peu à l'extrême, il peut être aussi dangereux, parce que je me demande si faut pas, et je dis pas que c'est la seule solution non plus, hein, mais est-ce qu'il faut pas non plus qu'on apprenne à rester aussi dans son job? Comment on apprend aussi à se réinventer plutôt qu'à fuir? Et quand je dis ça, je suis tellement la première à avoir fui, que je trouve que voilà, ça m'intéresse qu'on en discute un petit peu, et comment apprendre, tu vois, aussi à être un peu plus patient. Voilà, je prends toujours l'exemple de ce luthier, tu vois, il y a des gens qui apprennent que leur métier, ils ne le maîtriseront que dans 30 ans. Tu te rends compte, comme dans notre vie aujourd'hui, c'est totalement anxiogène, quoi, de pouvoir se dire un truc comme ça. Voilà, donc tout ça, ça m'intéresse de savoir comment on peut, voilà, accepter le temps, et se réinventer sans changer de cadre. Et voilà, donc qu'est-ce que tu en penses déjà? Ouais. Et voilà, quelle frontière tu places, tu vois, entre le renouvellement, l'agilité, en plus qu'on nous demande de développer de plus en plus, et la mobilité, et en même temps la fuite perpétuelle, quoi. Ouais. Merci Julie de poser cette question, parce que je pense que c'est un vrai sujet dans l'épanouissement professionnel des individus. C'est un petit peu cet équilibre entre acharnement dans quelque chose qui me fait souffrir et renoncement à la moindre difficulté. Et comment en fait trouver le juste milieu pour s'épanouir tout en acceptant les challenges qu'offre parfois la vie professionnelle. Moi, ça me pose problème qu'on invite tout de suite les personnes à partir de leur job. Je suis partie de mon job pour créer une carrière différente. Donc, je suis la première à voir l'utilité de la reconversion. Je vois aussi les très belles transformations que j'accompagne au quotidien, et je vois à quel point ça peut aider une personne à s'épanouir, à briller. Pour autant, si la personne n'a pas fait en amont un travail sur elle-même, quelles sont mes limites, quelles sont mes failles, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi je me sens pas bien, est-ce que c'est dans mes relations, est-ce que c'est dans le contenu des tâches, est-ce que c'est dans l'environnement de travail, à quoi ça fait écho en moi? Si la personne, elle n'a pas pris ce temps pour se connaître, il y a un risque qui est énorme, c'est de partir de son job en transposant la problématique dans le nouveau job. Je ne savais pas dire non au travail, je me sens sous l'eau, je change de job, et je suis à nouveau sous l'eau parce que je n'ai pas dit non non plus. Tu reproduis le même schéma, voire pire, parce qu'en fait, quand tu changes de job, tu dois refaire tes preuves. Donc, si tu es dans ces schémas-là de perfectionnisme, avec un stress supplémentaire. Il est pire. Ouais. Et avec l'impression aussi d'échec, parce que se dire, en fait, je suis partie, mais c'est pas mieux. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où je vais pouvoir être bien? J'ai un problème de communication avec mon manager, je change de job, je tombe encore sur un manager qui communique pas. Est-ce que moi, dans ma communication, il n'y a pas des choses que je pourrais revoir et revisiter? Et c'est là où je pense que c'est essentiel, dans tout processus de reconversion, de se demander si on a aussi fait le travail en amont. Et c'est pour ça qu'une reconversion, ce n'est pas que du pratique et du concret, c'est aussi une partie d'introspection qui est essentielle. Et tu vois, là, ça me fait penser à une jeune femme que j'ai accompagnée il y a 2 ans, qui était très honnête avec elle-même, et j'ai trouvé ça, c'est pas donné à tout le monde. Elle a commencé le premier rendez-vous en me disant, je viens te voir parce que j'ai un problème, je fuis tous mes jobs. Elle avait 8 ans d'expérience et elle avait eu 10 jobs, un truc comme ça. Oui. Et elle me disait, je fuis, et à chaque fois, c'est pour la même raison. J'ai l'impression que je me retrouve toujours avec des tâches qui ne sont pas les tâches pour lesquelles j'ai été recrutée, à chaque fois. En fait, il s'est trouvé dans le travail qu'on a fait ensemble que cette jeune femme, c'est parce qu'à chaque fois, elle voulait aider, elle savait pas dire non, elle proposait des choses, et puis en fait, finalement, les gens prenaient l'habitude, et puis ils lui filaient tous les trucs, réparer le radiateur, alors qu'en fait, elle était chargée de communication. Voilà, je caricature un peu, mais...
Et elle était très consciente. Je fuis. Mais elle a mis 8 ans à se rendre compte qu'elle fuyait et que le problème, en fait, c'était sa capacité à mettre des limites, à pas vouloir être toujours dans l'aide et parfois à accepter qu'on ne peut pas aider tout le monde et à d'abord s'aider elle-même sur son poste avant de faire ça. J'ai lu un truc très juste qui disait que quand on remet toujours la faute sur les autres, c'est terrible parce qu'en fait, c'est la preuve qu'on se victimise et donc on n'est pas dans le contrôle et on n'est pas acteur de sa vie, quoi. Et que renverser ça, c'était essentiel pour regagner, quoi, en confiance et puis en maîtrise, quoi. Ouais. C'est exactement du coup ce que tu dis, quoi. Et c'est très juste. Alors, il y a un truc qui m'amuse aussi, c'est que tu peux fuir de job, puis après tu peux aussi devenir indépendant. Quand tu es indépendant, là, tu peux plus reprocher qu'à toi-même parce qu'en fait, ton propre patron, c'est toi-même. Et ça, je trouve que c'est très révélateur parce que au bout d'un moment, tu peux plus le reprocher à personne. En fait, il y a que toi qui Tout à t'imposes fait. ces mêmes règles. Donc, je trouve que c'est un apprentissage énorme pour le vivre à titre perso. Je suis en train de réaliser un certain nombre de choses. C'est très Et juste ce que tu dis. justement, on sait que le monde de demain, les enfants vont faire exercer entre 6 à 9 métiers différents. Ils vont être à la fois salariés, à la fois free, à la fois créateurs d'entreprise. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on est tous faits pour changer de métier, tu vois? Et à l'inverse, est-ce qu'on est Mmh. tous faits pour rester, quoi? J'ai l'impression qu'on est quand Mmh. même Ouais. il y a des moules différents, quoi, il y a des profils. Ouais. Déjà, je voudrais compléter, et ça fait aussi la transition par rapport à ce qu'on disait juste avant. Euh, à l'inverse de ces gens qui partent trop vite, ou tout le temps, ou très vite, qui fuient à chaque fois, on a aussi l'extrême inverse. Les personnes qui sont pas épanouies, mais qui s'accrochent un petit peu comme une moule à son rocher à leur travail, parce que c'est sécurisant, parce que c'est ce qu'ils connaissent, parce qu'ils sont pas sûrs de pouvoir faire autre chose, parce qu'ils ont l'impression que c'est eux le problème, alors que des fois, ils sont vraiment dans un environnement qui est malsain ou simplement quelque chose qui leur convient pas. Et ça aussi, c'est important quand même de le considérer. Et toujours dans cette notion d'équilibre, d'être capable de se positionner. Et c'est là où un regard extérieur peut être hyper utile. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est que justement, ces gens-là, parfois, c'est très dur pour eux de partir parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas faits pour changer de job, que c'est pas possible pour eux, qu'ils sont pas suffisamment adaptables. Et je pense que la question de l'adaptabilité aujourd'hui, elle est essentielle et c'est peut-être la première qualité, la première compétence qu'il est important de développer. Et Pour c'est être une adaptable, compétence, effectivement, comme tu le veux. C'est une compétence à développer. Je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire que c'est pas un trait de caractère inné, immuable. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, pour l'avoir vécu, tu vois, les débuts de ma carrière, je changeais tous les 2 3 ans. Aller passer des entretiens, faire un CV, me réadapter à un nouveau poste ne m'a jamais posé un souci. Et dans un de mes jobs, je suis restée 8 ans. Alors, il y avait l'âge qui avançait en plus, hein, mais quand j'ai changé de job, ben, ça a été vachement plus compliqué pour moi. Et je me suis dit, ouh là là, il était temps que je bouge. Parce que vu la difficulté que j'ai à me réadapter à un nouvel environnement, alors que ça a toujours été très facile pour moi avant, je me suis dit, bah tiens, comme quoi, effectivement, il y a cette adaptabilité qu'il faut sans cesse nourrir, quoi. exactement, Mm. c'est très juste. Et tu sais, en fait, finalement, tous nos traits de caractère peuvent se développer. Il Mm. y a des gens qui disent oui, mais je suis timide. Non, c'est que tu as appris dans tes réactions à développer un comportement timide, mais tu peux développer une compétence relationnelle que tu n'as pas encore, que tu as encore à l'état de potentiel, mais que tu n'as pas encore utilisé. Ouais. Et l'adaptabilité, c'est ça. Tout le monde a en soi le potentiel d'être adaptable, mais si on reste tout le temps dans son même job, tout le temps à faire la même chose, qu'on sort jamais de sa zone de confort, bah, c'est très dur au début et c'est seulement en faisant, et au début on va faire, mais ça va un petit peu nous piquer, c'est seulement en faisant qu'on va développer cette adaptabilité. Donc moi j'aurais tendance à dire, lisez, formez-vous, soyez curieux, développez votre réseau, échangez avec des nouvelles personnes, essayez de nouvelles façons de faire. Si parfois votre job est un peu redondant, eh ben, essayez de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire de différent aujourd'hui, quel nouveau projet je peux demander, quelle nouvelle responsabilité je peux prendre. Voilà, se réinventer en permanence, c'est une façon de développer son adaptabilité. Et donc, pour répondre à ta question de façon plus directe, je pense que tout le monde peut se reconvertir, que tout le monde peut changer de job. Mais pour le pouvoir, il faut avoir développé cette capacité-là. Et donc, il faut avoir voulu à un moment se challenger et aller voir un petit peu la nouveauté. Ouais, ok. Alors pendant notre premier appel, tu m'avais dit un truc assez juste, tu évoquais la notion de redevenir acteur. Je pense que ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de se dire, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on peut complètement être acteur de nos carrières. Il y a plein de formes de travail qui existent
Il y a plein de types de statuts qui existent. Il y a des métiers qui sont en renouvellement perpétuel. Il y a des métiers qui sont en train de se créer au moment où je suis en train d'en parler. Dans 20 ans, il y aura la moitié des métiers qui seront des nouveaux métiers. Aujourd'hui, on peut vraiment co-créer sa carrière. Mais pour ça, il faut être force de proposition. Il faut être capable d'aller dire à son manager, ça, je n'en veux plus. Ça, comment est-ce qu'on pourrait faire différemment? J'aimerais ce nouveau projet. Est-ce que ce serait possible? On peut être ce qu'on appelle intrapreneur, c'est-à-dire dans son entreprise proposer de nouveaux projets et les porter. On peut aussi réinventer la façon de collaborer avec ses collègues par rapport aux outils de communication, par rapport, il y a le télétravail aujourd'hui, c'est une forme de réinvention de la carrière. En tant qu'entrepreneur, évidemment, on peut choisir la direction qu'on donne à son business, de qui on s'entoure, quel partenaire. Je pense qu'aujourd'hui, avec le niveau d'information qu'on a, que ce soit des podcasts, des vidéos, avec le niveau de flexibilité qui est en train de se mettre en place dans le marché du travail, les gens peuvent être créateurs, ou en tout cas co-créateurs de leur carrière, mais pour ça, il faut aller le chercher. Et ça passe par demander une augmentation, dire non, dire qu'on n'est pas d'accord, demander un nouveau projet, être force de proposition. Et moi, c'est vraiment ce que j'invite les personnes à faire. C'est de dire quelque chose ne va pas ou ne te convient pas dans ta carrière. Qu'est-ce que toi, à ton échelle déjà, tu peux faire pour transformer ça? C'est vraiment s'octroyer cet espace, moi, que j'appelle mon espace de liberté. Moi, j'ai vraiment vécu mes séances de coach comme, pour moi, elle a bêché ma terre, elle a remis de l'engrais et elle a permis que jaillissent en fait, de nouvelles possibilités. Vraiment, c'est pour moi, c'est ce que je retiens de mon coaching et c'est effectivement m'offrir cet espace de créativité, cet espace de liberté, de prise de recul, quoi. Et ça, c'est très, très cher. Je trouve que c'est compliqué parfois, mais c'est super important, quoi. Ouais, ouais. Et alors, quand on n'a pas forcément le temps, ni les moyens, on en a parlé tout à l'heure, on disait que parfois le coaching, ça pouvait être réservé quand même au CSP+. Évidemment, ça ne remplacera jamais des séances de coaching, mais est-ce que toi, tu as quand même des conseils ou des éléments qui peuvent aider les gens qui sont dans ce besoin-là, mais qui n'auront pas forcément les moyens de se payer un coach? Ouais. Aujourd'hui, en matière de travail sur soi, il commence quand même à y avoir un contenu assez foisonnant. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir de tout aussi, donc c'est important de bien choisir ses sources, mais quand même, aujourd'hui, que ce soit via des chaînes YouTube, des podcasts, des lectures de développement personnel qui fleurissent partout dans les rayons des librairies, on peut aujourd'hui quand même trouver des ressources hyper inspirantes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est aussi qu'on peut faire avec soi-même un travail exploratoire. Aujourd'hui, je me suis pas sentie bien au boulot. Qu'est-ce qui m'a titillé? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Ça me va pas. Qu'est-ce que j'aimerais à la place? Qu'est-ce que je peux changer? Donc, faire une forme d'auto-coaching, en fait, en se questionnant. Le cerveau, et ça, les neurosciences nous le disent, est très bien fait. Quand on lui tend une question, les neurones vont continuer à travailler en trame de fond quand la question reste ouverte, même si on est passé à autre chose. Donc déjà, s'autoriser à se poser ces questions-là, ça permet d'enclencher le travail. On peut ensuite aller plus loin en faisant ce que j'appelle ce qu'on appelle du journaling, c'est-à-dire on se prend une feuille ou un fichier Word sur son PC et puis on note là pourquoi aujourd'hui on est frustré, quelle idée on a, quel projet on a vu, quel échange on a pu avoir avec un interlocuteur qui nous a inspiré. Parce que le fait de mettre sur le papier, en fait, ça donne plus de place, plus de traces à notre réflexion. Et donc, ça peut aussi aider dans le cheminement. Et on m'a dit d'ailleurs que ce qui était intéressant dans le fait de noter, c'était que tu vois qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui se répètent. Et donc, tu commences à tisser un fil, quoi. Et que ça, tu t'en rends pas compte. Et c'est en prenant ce recul-là et en lisant l'accumulation, tu t'aperçois qu'il y a une répétition, quoi. Ouais, ouais. Ok, c'est super juste. Je suis toujours étonnée, moi, je trouve que le temps du trajet du métro, je vois les gens sur leur portable en train de regarder des séries ou jouer aux jeux vidéo. Je trouve que c'est tellement abrutissant. Je me dis pourquoi ils prennent pas ce temps pour s'évader. Moi, il y a des fois, quand je fais des trajets en métro, je me force à pas prendre un bouquin en me disant non, 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 c'est pile le quart d'heure qu'il te faut pour justement cogiter, quoi. Parce que sinon, tu es toujours en action. Et donc, ton cerveau, tu l'utilises à autre chose et ça manivelle, quoi. ça tourne, ça tourne. Et justement, se forcer à l'inaction, je trouve ça génial. Et je suis étonnée du peu de gens qui ont la tête levée dans le métro. Des fois, je regarde les gens, je suis la seule à mater, quoi, à observer tout le monde. Tout le monde est plongé dans son truc, finalement en nourrissant vachement son cerveau, mais pas forcément à bien d'ailleurs, mais en tout cas, pas dans la passivité que je trouve super importante des fois, quoi. Ouais, c'est là où ça peut laisser la place à la créativité pour fleurir. Si on est toujours dans le faire, nos idées, nos projets,
ils peuvent pas germer en fait, hein. Mmh. Bon et génial. Amandine, écoute, je trouve qu'on a de la matière là, je vais le réécouter l'épisode. Je te remercie énormément. On va arriver à la conclusion de l'épisode et je t'ai préparé à ça. Je t'ai envoyé quand même les petites questions. En avance sur cette partie de conclusion. Tu sais, c'est des petites questions rapides, un peu à façon entretien mitraillette que tu as dû connaître parfois Attends, je les ai pas vues quand on est celles-là. RH. Donc c'est pas grave. Prends le temps de réfléchir et ensuite tu te lances, il y a aucun souci. Donc écoute, Amandine, justement, tu m'en parlais tout à l'heure. Eh ben, sache que tu viens d'être nommée ministre de l'Éducation et de l'Orientation, que je rajoute. Alors justement, quelle est la première mesure que tu prends une fois que tu as été nommée? Alors la première mesure que je prends, et je pense que je vais pas m'attirer que des amis, mais c'est de mettre en place tous les matins avant de démarrer la journée 5 minutes de méditation en pleine conscience pour inviter les gens à ralentir, à ressentir ce qui se passe en eux, à prendre conscience de toutes leurs pensées qui foisonnent et donc d'aider ces jeunes, qu'ils soient en maternelle ou au lycée, à créer de l'espace en eux pour accueillir ce qui est et démarrer leur journée sans leurs questionnements, leurs anxiétés et avec l'esprit beaucoup plus fertile, on va dire. Il y a certains profs qui introduisent ça, hein, cette méthode. Ok. Deuxième question, tu reçois mon fiston, Tom, de 17 ans. Quel conseil tu lui donnes pour l'aider dans sa recherche, dans sa quête d'orientation? Alors, je pense que je lui dirais, tu as les réponses en toi. C'est-à-dire que la meilleure source d'orientation pour toi, c'est ce qui t'anime, c'est ce que tu aimes faire au quotidien. Observe-toi quand tu es avec tes amis, quand tu es à la maison, quand tu es à l'école. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Je l'inviterai vraiment à se reconnecter à sa joie intérieure parce que c'est la meilleure boussole pour trouver qu'est-ce qui nous plaît vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait de s'autoriser à tester, à se tromper, à voir sa carrière un petit peu comme un chemin où des fois, il y a des obstacles, des embûches, des virages, et à se dire qu'en fait, tout est riche et que même si à un moment, il se trompe de chemin, que c'est pas le chemin qui l'épanouit le plus, ben, ce chemin-là va l'aider à apprendre à se connaître, à voir ce dont il ne veut plus, à voir ce qu'il veut pour la suite, et donc que chaque expérience de son parcours va lui permettre de trouver justement ce métier ou cette place dans laquelle il se sentira le plus épanoui. Donc, s'autoriser vraiment à tester et à voir la carrière, à voir son cheminement professionnel comme une aventure. Génial, ouais. Et alors à sa maman, c'est-à-dire moi, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner justement par rapport à Tom? Je dirais que pour toi, donc pour les parents aussi de façon générale, c'est essentiel de faire attention à ne pas calquer leurs propres croyances, leurs propres envies sur leurs enfants. Très souvent, parce que nous-mêmes, on a fait des erreurs, on n'a pas envie que ces enfants les reproduisent, alors que parfois, ils ont besoin de passer par là pour apprendre et créer leur propre parcours. Ou parce que nous-mêmes, il y a des choses qu'on aurait aimé faire autrement, et ben on a envie de diriger nos enfants dans cette direction-là. Et donc, mon conseil, ce serait de te dire, laisse Tom faire ses propres expérimentations. S'il y a quelque chose qui l'anime, laisse-le aller vers ça. Ouais. Ça ne veut pas dire ne pas lui donner ton avis, ça ne veut pas dire ne pas lui donner les bons outils pour réussir dans cette voie et le laisser complètement faire les choses tout seul, hein. C'est l'encadrer dans ce chemin-là. Mais en tout cas, l'accompagner vers ce qui l'anime et pas l'accompagner vers ce qui t'anime toi. Mm. Je pense que c'est extrêmement difficile ça pour les parents, avec la peur que ça ne se passe pas comme on aimerait pour ses enfants, mais en fait, ils ont plus de ressources que ce qu'on veut bien le croire. Et en leur laissant faire leur propre chemin, ils vont trouver la direction qui est la bonne pour eux. Ouais, génial, leur faire confiance, quoi. Finalement. Ouais. Génial. Alors, est-ce que tu as des livres, des podcasts ou d'autres sources à conseiller alors, à ces mêmes personnes, c'est-à-dire aux ados, à leurs parents, ou tout adulte d'ailleurs, en quête d'orientation ou de reconversion, évidemment. Et si tu en as d'autres et que tu en oublies, je les rajouterai après, Amandine. Parce que je sais que cette liste-là, elle n'est pas facile et qu'il y a des fois, on se dit, mais non, j'ai oublié tel bouquin ou tel podcast ou telle autre source. Donc, pas de souci, je les rajouterai a posteriori aussi. Alors, plutôt pour les adultes, il y a le bouquin Wake Up de Christine Lewicki, qui n'est pas forcément un bouquin directement d'orientation ou de reconversion. Mais ce que j'adore dans ce bouquin, c'est qu'elle parle de comment se reconnecter à ce qui est brillant en nous, c'est-à-dire à nos talents uniques, à ce qui fait qu'on est différent, à ce qui fait qu'on a quelque chose à donner au monde. Et d'ailleurs, dans son titre Wake Up, il y a cette notion de réveille-toi de cette vie professionnelle endormante
pour en faire une vie professionnelle vibrante, en fait. Génial. Et je pense que ce bouquin-là, il peut aider pas mal de personnes dans la prise de conscience qu'on a tous quelque chose à apporter au monde et qu'on peut le faire aussi dans notre travail, que ce soit en changeant ou en restant, hein, en changeant notre rapport au travail actuel. Donc, il y a ce bouquin-là. Après, il y a plusieurs bouquins sur l'ikigai, donc cette théorie japonaise qui permet de voir à la fois quelles sont nos forces, quels sont les besoins de la société, qu'est-ce qui est rémunérateur aujourd'hui et qu'est-ce qu'on aime faire. Et en croisant tout ça, de trouver qu'est-ce qui nous anime. Donc là, je n'ai pas spécialement un livre sur l'ikigai. Il y a plein de bonnes ressources qui existent sur le sujet. J'en ai lu plusieurs et c'est super intéressant. Ouais. Pour toutes les personnes en reconversion, j'aurais envie de vous inviter à lire Les Vertus de l'échec de Charles Pépin. Parce que ce qui revient le plus souvent chez les personnes en reconversion, c'est « et si ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et ça peut être parfois une source de peur très profonde. Et dans ce bouquin, Charles Pépin pointe du doigt très justement le fait que l'échec n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est une information neutre qui nous indique qu'on peut faire autrement. Et si on est capable de prendre en compte cette information, ça peut être un tremplin vers la suite et vers le succès. Et ça, je pense que pour les reconversions, ça peut être une ressource très, très rassurante. Rien n'est échec, tout est leçon, quoi. Ok. Alors, si on veut suivre ton actualité, te contacter, comment on fait ? Alors, pour mon actualité, je suis très active sur Instagram, sur le compte Be Your Best Self-coaching. Pour me contacter, vous pouvez me contacter via le formulaire de mon site internet www.beyourbestself.fr ou l'adresse mail contact@beyourbestself.fr. Et pour tout ce qui est articles plus orientés pro, j'ai ma page LinkedIn sur laquelle je suis assez active aussi. Et puis, je mets plein de ressources à votre disposition sur mon site, que ce soit des podcasts, des articles, des vidéos, avec tout un tas de contenus gratuits sur lesquels aussi je suis très heureuse d'échanger si vous voulez me contacter par rapport à ça. Génial. Écoute, j'ai une dernière question. Et après, je te laisse tranquille. Pour conserver l'idée de passage de flambeau, tu sais que j'ai instauré dans les autres épisodes métiers, j'aime bien cette idée-là, en fait, que les uns me renvoient vers les autres et que je continue, tu vois, un peu ce chemin. J'aimerais, si tu peux me conseiller, en fait, d'interroger alors un autre expert. Donc là, je suis pas dans une logique d'interview d'un métier en particulier. Je suis vraiment dans une logique d'interview d'un autre expert qui va graviter, qui va travailler à une autre étape, sur un autre aspect en fait de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, hein. C'est pas tous, hein, mais l'un ou l'autre, mais qui peuvent être de l'orientation, de la reconversion, du sens au travail, l'épanouissement au travail, l'équilibre vie pro, vie perso, enfin bref, tous ces aspects-là. Est-ce que tu as une idée de personnes qui serait intéressant que j'aille interroger? Alors, il y a un métier et un nom qui me vient associé à ce métier. Le métier, c'est formateur en MBSR. Donc, le MBSR qui est ce Mindfulness-Based Program, Ok. qui est un programme de pleine conscience destiné à réduire le stress en entreprise. C'est un programme qui est proposé de plus en plus aux cadres dirigeants parce que c'est un programme qui peut coûter assez cher et qui a véritablement un seul objectif, c'est la gestion du stress et la réduction du stress en milieu professionnel. Ça a été développé aux États-Unis et c'est en train de pas mal se développer en France. Et j'ai en tête une formatrice MBSR qui est extraordinaire, qui s'appelle Marianne Desson-Roturier. Donc, je pourrais, si tu le souhaites, te donner le contact. Avec grand plaisir. Qui fait ça à la fois en entreprise, bien sûr, mais qui a aussi développé son propre programme MBSR pour les particuliers. Elle met aussi en place tous les matins des petites méditations courtes en ligne, gratuites, pour ceux qui veulent découvrir, et toujours dans l'objectif d'amener plus d'équilibre et moins de stress dans sa vie pro. Génial. Donc, je pense que c'est une bonne façon de faire la transition entre équilibre pro-perso, gestion du stress, et ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur la capacité à se connaître et à créer un espace pour soi. Ah bah super, puis alors ça m'intéresse énormément à titre perso, donc
J'en apprendrai tout autant que en même temps que j'enregistrerai. Génial. Écoute, un grand merci Amandine pour tout ce temps que tu m'as consacré. C'était super. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier Gilles et Valérie qui nous ont mis en contact parce que je ne l'ai pas fait en intro et honte à moi. Mes copains bordelais, voilà, et grâce à qui on a pu se rencontrer. Donc c'est bien chouette et je suis ravie de cet épisode. Et je trouve qu'à chaque fois, maintenant, voilà, à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Je trouve qu'on apporte des ingrédients supplémentaires à moi et aux autres aussi, j'avoue, parce qu'il y a une petite démarche égoïste quand même de ma part, je dois l'avouer, mais très super. Donc, je suis ravie de ces hors-séries qui viennent compléter, tu vois, les interviews métiers, c'est super. Je te remercie énormément. Un grand merci, Julie. C'était très riche aussi pour moi cet échange. Merci beaucoup de m'avoir invité à échanger avec toi dans ce podcast. Avec un grand plaisir. Et je te dis à très vite pour la diffusion de l'épisode. Au revoir. Au revoir. J'espère sincèrement que ce 6e hors-série t'aura autant passionné que moi. Je dois dire que j'ai désormais hâte de suivre tous les précieux conseils d'Amandine et de lire ou écouter tous les ouvrages et autres sources d'infos qu'elle nous a proposés. Alors si cet épisode t'a convaincu de l'intérêt d'être accompagné dans tout ce parcours si riche de meilleures connaissances pour un épanouissement professionnel et pour aussi une plus grande confiance en soi, et si tu souhaites rentrer en contact avec Amandine, tu peux tout à fait le faire sur son compte Instagram BeYourBestSelf-coaching, sur son compte LinkedIn Amandine Ruas, et bien sûr sur son site internet BeYourBestSelf.fr. Alors, Amandine m'a fait la super belle proposition d'offrir à tous les auditeurs du podcast une réduction exclusive de 15% sur les parcours en ligne. Le parcours en ligne, c'est quoi ? C'est des programmes, il y en a 2, dont je mettrai les liens en commentaire. Le premier programme, c'est sur les clés pour réussir son entretien d'embauche. Et le second parcours, c'est a pour objectif en fait de booster la confiance en soi. Et c'est un programme en 7 semaines. Et sinon aussi, ce code exclusif s'applique également sur la première séance de coaching avec elle. Pour en profiter, il vous suffit d'indiquer le code DOD-podcast15, soit sur le site internet au moment du paiement et la réduction s'appliquera automatiquement, ou bien quand vous prendrez contact avec Amandine pour réserver les programmes en question ou c'est votre première séance de coaching. Allez, pour conclure, si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super épisode avec Amandine, n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout, faites du bruit s'il vous plaît. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, à votre voisin journaliste. Bref, s'il vous plaît, aidez-nous à faire voyager le podcast, c'est le bouche à oreille dont on a le plus besoin. À très vite pour un nouvel hors-série d'experts. J'ai déjà programmé des super interviews à venir dans les prochaines semaines et j'ai hâte de te le faire découvrir. Et d'ici là, je te souhaite de très très belles semaines.